va se mettre entre dedans et dehors, dans un lieu de passage, c'est de circonstance. Je remercie beaucoup Laurent Ville qui est venu et vous pourrez acheter son histoire des bistrots, fameuse, on a reçu un petit stock ici. Et je vais lui laisser la parole. Laurent, eh bien, il est fidèle de l'histoire de passage. Il était déjà venu lors d'une ancienne édition sur les quais d'Argentat. Hein, et puis tu es intervenu 2 fois. Et par ailleurs, on a en projet une exposition sur le dessin de presse. C'est un grand spécialiste du dessin de presse. Il est à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, rien moins. Mais vous verrez que c'est quelqu'un de passionnant et il va vous parler donc d'un des aspects des sujets qu'il connaît très très bien, donc l'histoire des bistrots. Merci à toi. Donc merci Laurent de m'accueillir une fois à Histoire de passage. Je vais essayer d'éviter les Larsen. Et puis merci donc à Maryse de nous accueillir. Laurent Gervero est un taquin. Il est un taquin parce qu'on est en année olympique et il me met une barre un peu plus haute que d'habitude. Non seulement je dois intervenir sur des espaces découplés, mais en plus je dois intervenir après un conférencier absolument sensationnel qui a fait de l'histoire sur place. Alors quand vous faites de l'histoire sur place, quand vous parlez d'un pont devant le pont, quand vous parlez de la rivière devant la rivière, là l'historien de la Sorbonne, il est enfoncé, parce qu'il ne peut évidemment que d'être dans le panoramique chiant. Vous voyez, c'est l'histoire en fait, ça devrait être que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et en ça, le conférencier ne pouvait pas déflorer quoi que ce soit, puisqu'il était obligé de passer par les cafés, parce que les cafés et les bistrots sont partout. Donc je prends la suite, mais la barre est très haute, et la barre est encore plus haute, parce que mon livre a été préfacé par Pascal Horry, et Pascal Horry est là. Donc je dois en plus parler devant mon préfacier sans lui faire trop honte. Donc je suis là un petit peu avant les Jeux, mais déjà en première épreuve olympique, je te remercie en grinçant des dents un peu. Bien, alors la première chose que l'on peut faire d'abord, c'est de donner quitus à tout ce qui a été dit. Le bistrot est un lieu masculin, on le sait, sauf que effectivement il a toujours été tenu par des femmes, ou en grande partie par des femmes, et c'est une des choses très étonnantes que j'ai pu constater. Donc effectivement, là, de première chose assez étonnante. Deuxième chose qu'il faut noter, c'est que vous avez finalement 3 sortes de bistrots. Vous avez des bistrots ruraux, vous avez des bistrots urbains, et puis pour aller de la ville à la campagne, vous avez des routes. Donc vous avez des bistrots de route. Bon, mais ça fait déjà 3 types de bistrots complètement différents. Et si vous ajoutez qu'il y a des bistrots de banlieue, si vous ajoutez qu'il y a des bistrots donc de rivage, si vous ajoutez qu'il y a des bistrots miniers, si vous ajoutez qu'il y a des bistrots buvettes, des épiceries bistrots, des menuiseries bistrots, j'ai même trouvé une pompe funèbre bistrot en Bretagne, vous vous apercevez qu'il y a en fait une variété absolument extraordinaire de bistrot, et que lorsqu'on parle bistrot, de quoi parle-t-on vraiment? Et on le sait tellement pas de quoi l'on parle que vous trouverez en ouverture du livre une liste d'environ 50 mots différents pour qualifier les bistrots. Et encore, j'ai pris ta langue française. Parce que si j'étais allé dans le patois, là, on montait à 300 ou 400. Donc, le bistrot, c'est le caboulot, c'est le boui-boui, c'est la buvette, c'est le troquet, le mastroquet, etc., etc., etc. Je vous passe l'incroyable histoire de la légende qui veut que les Cosaques aient été dans les bistrots montmartrois, demander du vin plus vite, bistrot, je vous demande un petit peu, qu'est-ce que les Cosaques à cheval allaient boire à Montmartre? Je veux dire, à partir du moment où vous avez le palais royal qui vous est ouvert, qu'est-ce que vous allez à cheval à Montmartre demander à boire? Mais bon, ça fait partie des légendes invraisemblables, qui évidemment ont la vie dure. Non, en fait, le mot bistrot se trouve pour la première fois sous la plume d'un vénérable abbé, l'abbé Pateau, qui parle de bistrot en 1884. En fait, le bistrot, c'est celui qui tient
le bistroquet, donc comme le mastroquet, c'est le bistrot, c'est l'homme bistrot, et le mot a concerné le lieu par la suite. Bien. Alors, vous l'aurez compris avec cette brève introduction, en fait, de quoi parle-t-on? On parle de nous. On parle d'une histoire invraisemblablement prolixe et importante. Ce qui nous amène à deux questions. Première question, c'est comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu avant de livres comme ça? Cette question, je me la pose encore. Il n'y a pas eu véritablement de livres panoramiques, il y a eu des livres d'anecdotes. Il y a eu une tentative faite par mon père en son temps, qui n'a malheureusement pas pu pousser au bout. Vous verrez pourquoi dans l'introduction de mon livre, si vous le lisez. Mais il n'y a pas eu véritablement d'histoire des bistrots jusqu'ici. Ce qui est une première question. Et la deuxième question que je vous pose, mais alors je vous la pose avec toute la modestie possible, pouvais-je, sincèrement, bonnes gens, pouvais-je sincèrement faire moins long avec un matériau à ce point énorme? Alors évidemment, je ne vais pas vous imposer le digest de quelque chose que je vous présente directement comme presque indigeste. Vous voyez, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire quand on présente un livre au passage. Donc, je vais essayer de repartir de quelque chose que nous connaissons tous. En l'occurrence, la Révolution française. Parce qu'un livre d'histoire, c'est quand même un livre d'histoire. Bon, alors, si on commence ce livre par la fin d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y avait 508 000 cafés en France avant la guerre de 14, qu'il y avait 510 000 cafés en France avant la guerre de 39-45, et qu'il reste 34 000 cafés aujourd'hui. Donc ce livre est à la fois l'histoire d'un tsunami qui, avec la révolution industrielle, a porté le café, et c'est un chiffre officiel, il y en avait beaucoup plus, a porté le café jusqu'à près de 500 000 avant chacune des deux guerres mondiales. Et ce livre est aussi l'histoire d'un reflux pour expliquer pourquoi et comment les cafés sont en voie de disparition depuis 1938, et pas depuis 1941, comme on pourrait le croire, mais depuis bien 1938. Pourquoi ils sont en voie de disparition et ce que cela entraîne, évidemment, comme drame pour nos sociétés dans lesquelles la tradition a toujours été une tradition de retrouvailles collectives dans des lieux collectifs, et je partage tout à fait l'attitude du conférencier précédent sur les fameux tiers-lieux, qui sont des choses de sociologues américains tout à fait adaptées peut-être à la société américaine, mais qui n'ont évidemment aucun sens si l'on fait un tout petit peu d'histoire sociale en France. Si vous regardez un petit peu la culture d'atelier au XVIIIe siècle, on avait déjà des tiers-lieux au sens américain du terme, donc ça n'a aucun sens. Non, par contre, en revanche, le lieu café, lui, le lieu bistrot, lui, il a un sens. Et c'est justement l'histoire de ce lieu que j'ai essayé de présenter, et donc, en parlant histoire, je commence donc à 1789. Je vais partir de quelque chose que tout le monde connaît, je pense. Le 12 juillet 1789, un jeune avocat, âgé de 29 ans, Camille Desmoulins, militant au Club des Cordeliers, traverse le Palais Royal. Jusqu'ici, vous suivez. Il vient d'apprendre que Necker, contrôleur général des finances du roi, vient d'être revoyé. Et Sorbonne quand même, le mec. Donc, Necker avait la faveur du peuple, car dans le contexte de la guerre d'Amérique, qui était fort coûteuse, il se refusait d'augmenter les impôts. Là, vous retrouvez un écho de vos cours de 4e et de 1e. Desmoulins monte sur une chaise avec un pistolet dans chaque main, les armes, et il nous dit, à la terrasse du café de Foix, juste devant le café de Foix, il se lance dans un discours pour exhorter le peuple à prendre les armes. Il ne nous reste qu'une ressource, c'est de courir aux armes et de prendre les cocardes pour nous reconnaître. C'est le début d'un épisode qui se conclut par la prise de la Bastille, et je ne vous ai rien appris. La seule chose que je vous pose comme question, la seule question que je vous pose, c'est que faisaient ici les tables? Parce que, quand vous voyez les images d'Épinal, les profs d'histoire ont toujours réponse à tout. C'est comme le médecin. Il y a toujours une réponse à votre mal. Le prof d'histoire est pareil. Si vous posez la question à n'importe quel prof d'histoire, que faisait Camille Desmoulins devant le café de Foix, il va vous répondre, il parlait aux terrasses, bien sûr. Sauf que les premières terrasses naissent en 1840. Voilà, il n'y a pas de terrasse. Et il n'y a pas de terrasse pour une raison très simple. C'est que contrairement à l'idée qu'on s'en fait, le café, il est vertical.
Le café du XVIIIe siècle, le fameux café des Lumières, le café des philosophes, il est vertical. On monte et on a un café au premier étage. Un café luxueux au premier étage. Hein. Lorsque on va dans des cafés, dans des cabarets populaires au Faubourg Saint-Antoine, on a un café qui est sur plusieurs étages où généralement on joue et on a des lits pour dormir le temps d'une heure ou d'une étreinte brève dans un certain nombre de cafés populaires, ou alors on a un dédale de subdivision horizontale sur tout le pâté de maison qui fait que le café est en fait, la salle première du café n'est qu'en fait que le promontoire d'un dispositif tellement compliqué que quand la police débarque, quand elle débarque, on coupe la lumière, c'est-à-dire qu'on éteint absolument les quinquets, les lampes à huile, et que derrière, la police ne se retrouvant pas dans le dédale arrière du café, les consommateurs ont des voies de dégagement auxquelles ils sont habitués, ce qui fait que la police ne peut pas arrêter qui que ce soit. Donc vous voyez que l'image qu'on se fait du café au XVIIIe siècle est complètement fausse. Le café du Palais Royal, il est vertical, il n'y a pas de terrasse. Alors les tables? Les tables? Eh bien les tables, c'est le patron du Café de Foix qui est marié à une des plus belles femmes de Paris, qui s'appelle la Belle Limonadière. Et la Belle Limonadière est allée discuter la possibilité d'installer des tables, d'être le seul café qui installait des tables au Palais Royal, alors que c'est totalement interdit. Donc l'espace vient d'être complètement reconstruit, c'est un espace neuf, c'est un espace festif. Là, le duc d'Orléans vient de complètement reconcevoir l'espace, c'est une fête foraine en fait. Vous avez 4 galeries de bois avec des marchands d'estampes, cochonnes d'ailleurs, avec, pour une bonne part d'entre elles, avec des cafés, donc avec des marchands de tout, et c'est un lieu, mais c'est une fête permanente, le Palais Royal. Et donc il n'y a pas de table. Il n'y a pas de table, le café n'a pas le droit d'avoir de table. Et la Belle Limonadière arrive à convaincre la prévôté de Paris d'accorder la possibilité de mettre des tables, ce qui fait que le Café de Foix va devenir un glacier qui va vendre des glaces que l'on consomme à la cuillère, debout sur les tables. Alors évidemment, le propriétaire du Café de Foix essaye d'avoir des chaises. Mais alors là, on lui dit pas question. Il n'est pas question d'avoir des chaises parce qu'il voit bien, justement, le privilège de la terrasse. Et donc, la question qui se pose derrière, puisque la Belle Limonadière est arrivée à avoir les tables mais pas les chaises, d'où viennent les chaises? Réponse, des gardes suisses, les fameux gardes suisses qui gardent la Bastille. Eh bien, ces gardes suisses qui gardent la Bastille viennent aussi de recevoir le droit de s'occuper de la sécurité au Palais Royal. Et c'est eux qui sont en charge de la sécurité. Et ils ont obtenu en plus la possibilité de vendre de l'alcool. Vendre de l'alcool dont ils consomment une part dans leur guérite, au soleil. Donc les gardes suisses, pour la plupart, sont complètement bourrés, premièrement. Et deuxièmement, ils vendent de l'alcool et, pour qu'on puisse le consommer à plusieurs assis tranquillement, ils louent des chaises. Ce qui veut dire que la bagarre entre le Café de Foix des tables et les chaises des Suisses est en fait une des choses dont on parle le plus dans les gazettes de la fin du XVIIIe siècle. Vous voyez, avec la chaleur qui s'abat sur Paris. Et évidemment que lorsque Camille Desmoulins arrive, il empile les tables et les gens s'assoient sur des chaises, et c'est quelque chose d'extravagant pour l'époque, de tout à fait étonnant. Donc, il dit aux armes, et le peuple de Paris, donc, se précipite d'abord sur l'Arsenal pour prendre de la poudre, et puis ensuite, l'Arsenal pour prendre des armes, et puis ensuite, la Bastille pour prendre de la poudre, et non, toujours pas. C'est-à-dire que oui, on va à la Bastille, mais le peuple se précipite avant vers les barrières d'octroi, parce qu'il fait extrêmement chaud, parce que, comme vous le savez tous très bien, en 1788, la récolte a été très mauvaise, parce que du coup, il n'y a quasiment plus de vin sur Paris, parce que l'eau et quasiment les puits sont quasiment taris, on manque de vin, et puis surtout, en 1788, ce qu'on ne vous dira pas, c'est que la lieutenance générale du Guet a mis la main sur un trafic d'alcool, un trafic de vin
qui durait depuis des dizaines d'années. Parce qu'il y a un trafic de vin absolument extravagant au XVIIIe siècle. Citons par exemple le cabaretier Nicolas Lescuyer, qui demeure à Châlons. Au cours d'une perquisition, les commis découvrent dans sa chambre, entre le lit de plume et la paillasse d'un lit qui étoit dans la dite chambre, une bouteille ou flacon de la contenance de 3 demi-setiers pleines de liqueurs qui leur parussent être du vin. L'intéressé rétorque que son tonneau vient d'être mis en perce et que le liquide n'est là que pour l'usage personnel de sa femme, qui pouvait en avoir besoin à cause de sa grossesse. Voilà l'excuse que l'on peut donner. Alors du coup, les commis se mettent à chercher et on s'aperçoit que toute la maison est truquée. Bon, il y a encore ce marchand dont la cache est découverte et qui choisit de faire venir son champagne dans des sacs à lessive. Et là, les commis trouvent des bouteilles dissimulées dans les armoires, les murs, le coffrage des meubles, et puis on en a absolument partout. Il y a aussi un juste au corps de fer blanc truqué qui permet de transborder des bouteilles à la barre des exempts, 8 pintes de chaque côté qui étaient attachées sous les bras avec des bretelles. Donc là, avec un imperméable, bon pas un imperméable, mais avec un grand paletot, ça marche très bien. Mais alors encore plus fort, ce rapport d'Étis de Corny. Alors Étis de Corny, c'est un procureur du roi qui dénonce en juillet 1788 un souterrain élaboré entre les guinguettes, hors le mur d'octroi et le territoire soumis au droit d'entrée. Il y avait un mur et il fallait payer un impôt. Donc évidemment, la contrebande, pour vendre le vin moins cher, était de faire passer le vin en cachette des exempts qui fouillaient les charrettes passant le fameux mur d'octroi. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert en 1788? Un souterrain. Et donc, le Étis de Corny, le procureur, se lamente sur l'ingéniosité des passeurs qui, je cite, ont imaginé de percer le terrain de la rue et de faire une ouverture souterraine de plusieurs pieds de diamètre dans laquelle ils ont introduit un tuyau de fer blanc ou de taffetas gommé par lequel ils font couler les boissons déposées dans une maison exempte de droit d'entrée à partir de la maison exempte de droit d'entrée dans celle qui était sujette. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent le vin par un système de soufflerie, ils le font passer par des tuyaux sous le mur d'octroi et on découvre un système de 80 tuyaux avec un système de soufflet, les mecs comme les Shadocks, pompe, et le vin, pendant des dizaines d'années, entre dans Paris par les souterrains. Alors, bon, évidemment, gros problème, ils arrêtent le trafic. Bon. Mais alors, le trafic est arrêté immédiatement, les contrebandiers ont immédiatement la riposte. La rue étant surveillée, le souterrain découvert, il reste encore la voie aérienne. À la Petite Pologne, c'est-à-dire en dehors du mur de Paris, on appellerait ça aujourd'hui la banlieue, un cabaretier nommé Darbon dresse un échafaudage dans le jardin de son cabaret dont il envoie et réceptionne par voie aérienne des petits ballons chargés d'environ 5 pintes chacun, 5 pintes chacun, jusqu'à 20 à 30 pièces par nuit. C'est-à-dire que là, on a de la soolographie aérostatique au défi de la sobriété parisienne, vous voyez. Et évidemment, les archers sont là, et à la torche, à la flèche ou à l'arquebuse, ils dégomment les ballons. Non mais voyez à quoi on joue avant la Révolution française. Ce qui vous dit quelque chose, c'est qu'au moment où la Révolution française éclate, Paris ne parle que de ces trafics qui ont été interrompus et qui font que Paris a soif. Bien. Donc, vous comprenez que là-dessus, ça pose un problème. Cela dit, pardon, mais j'en ai fini avec 1789, mais nous venons déjà de voir le bistrot, le café, le cabaret, appelez-le comme vous voulez, dans un certain nombre d'usages qui nous sont plus ou moins familiers. Nous avons vu que le bistrot, le café, était un lieu où l'on faisait de la politique et où l'on parlait. Et là, je ne saurais mieux dire que mon préfacier, qui a défini, en préface de mon livre, le café comme un lieu populaire, un lieu politique, où, je cite Pascal Horry, la parole à la parole. Et c'est tellement vrai. C'est tellement ça, le café, entre les discussions de comptoir, les engueulades, les bruits, les rumeurs, les discours politiques, plus tard la radio, la télévision. C'est tellement
le café un lieu de parole où la parole n'est pas anonyme. On n'est pas derrière un écran en train d'envoyer des posts, des mails, des messages, des phrases signées d'un pseudo. On dit des bêtises, on dit même de grosses conneries au café. Mais le café peut être vu comme un lieu cathartique, où au moins on est responsable des bêtises et on a éventuellement une réponse. Sauf que c'est un lieu où la parole a la parole dans un lieu collectif. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que l'extinction des cafés nous montre, d'une part, la floraison de la parole politique individuelle et anonyme sur les réseaux sociaux, mais aussi, et je suis stupéfait qu'il n'y ait pas plus de gens qui aient noté la similitude, à 34 000 cafés en France, les gens qui ont envie de discuter politique lors d'une émotion, comme on disait autrefois au XVIIIe siècle, se mettent sur des ronds-points. Et le mouvement des ronds-points nous montre justement à quel point nous traversons en amont une crise du lieu collectif, une crise du café, une crise du lieu populaire où la parole a la parole. Et c'est un petit peu ce qui traverse mon livre du début jusqu'à la fin. Donc, le café est un lieu où l'on parle. Tout le monde a une opinion à son sujet. Le café, vous trouverez toujours quelqu'un qui en pense quelque chose de tout à fait arrêté. De société se divise en trois. Hein. Ceux qui n'y vont jamais, ceux qui y vont de temps en temps, et ceux qui y vont tout le temps. Alors ceux qui y vont tout le temps vous expliquent pourquoi ils y vont tout le temps. Ceux qui y vont de temps en temps ont plus ou moins une idée de la raison pour laquelle ils y vont de temps en temps. Mais alors ceux qui n'y vont jamais ont une idée extrêmement précise de la raison pour laquelle ils n'y vont jamais. Là, extrêmement précise, toujours. Toujours. C'est-à-dire qu'en fait, le café est un lieu populaire, non pas en tant qu'anti-élite, il y a des cafés élitistes, mais le café est un lieu populaire dans le sens où tout le monde a un avis sur le café. Tout le monde a un avis sur le lieu bistrot. Tout le monde, donc, considère le bistrot comme faisant partie de l'imaginaire commun. Et en tant que tel, Pascal Horry, encore lui, nous dit « Le débit de boisson, son histoire et son organisation peuvent être vus comme une métonymie de la société française. Le café, le bistrot, c'est la société française. » C'est-à-dire que faire l'histoire des bistrots, c'est faire notre histoire collective, à nous tous. Au-delà des familles et de la généalogie. C'est notre histoire commune. En tant que tel, c'est le lieu de passage et d'échange, à une époque où seule la bourgeoisie reçoit chez elle. On reçoit au bistrot parce qu'en fait, on ne va chez soi que pour y dormir et pour tenter d'y dormir. Quand vous revoyez la description du Paris ouvrier par Victor Hugo dans Les Misérables, vous comprenez pourquoi il est impossible de recevoir chez soi. Hein, les intérieurs sont de véritables galetas, bouffés d'humidité, de bruit, avec une hygiène plus que douteuse. Donc en fait, on va se retrouver au café de façon naturelle. Et donc, c'est un lieu complexe et hybride qui, je vous le disais tout à l'heure, concerne aussi les ports, les mines, le centre des banlieues, les grandes, les petites villes. Vous avez des cafés dans toutes les rues, mais vous avez même des cafés qui changent de statut en fonction de la place qu'ils occupent dans la rue. Un café qui va faire l'angle entre deux beaux boulevards ne va pas du tout attirer la même clientèle avec les mêmes prix qu'un café qui va être en tête de rue ou un autre café qui va être en intérieur de rue. Et je dirais même, le terme café, encore une fois, est trompeur parce que nous avons des crèmeries qui vendent de l'alcool, nous avons des épiceries qui vendent de l'alcool. Donc en fait, nous nous apercevons qu'au-delà d'une concurrence, ce n'est plus de concurrence qu'il faut parler, c'est de villes européennes, et en France en particulier, et à Paris, dans les grandes villes françaises, en hyper-particularité, des villes donc énormes dans lesquelles l'offre alcoolique est au rez-de-chaussée, présente tous les 3 ou 4 numéros. Ce qui vaut dans les villes minières, ce qui vaut dans certains centres ouvriers, etc., etc., etc. J'ai retrouvé des cadastres de villes bretonnes ou basses-normandes comme Granville, dans lesquelles vous avez des femmes de pêcheurs qui, pendant que leurs maris sont à la pêche,
vendent comme au Moyen-Âge à 8 coupés à peau renversée, c'est-à-dire ouvrent leur rez-de-chaussée, la maison de leur séjour qui est attenante à la rue, et dispersent de l'agnole qui vient la plupart du temps d'un frère ou d'un cousin qui est dans la campagne environnante à 20 km. Donc vous comprenez que l'offre alcoolique, elle est permanente. C'est un lieu de divertissement, bien évidemment, où l'on joue. Et ici, la fertilité des inventions ludiques est absolument effarante. Hein, le chapitre que j'ai pu constater au jeu dans les cafés est absolument incroyable. Enfin, moi, j'ai été stupéfait le nombre de jeux et la variété de jeux dont nous avons complètement oublié le souvenir. Tout le monde parle de la belote de Pagnol sur le Vieux-Port avec Rému. M'arrêter, c'est de la manille. Vous voyez, par exemple. Et tout à l'heure, on évoquait le café comme lieu de rencontre et comme lieu d'association. Toutes les associations, en particulier les associations sportives, sont, avec le début du sport au début du XXe siècle, sont dans les cafés. Il n'y a pas une association sportive qui ne soit pas au café. Donc en fait, il y a une corrélation entre le mouvement associatif tel qu'il démarre en 1901, la vitalité associative de notre pays et le café. Il y a une association qui est consubstantielle. Je vous passe les petits problèmes qui peuvent éventuellement se présenter. En 1918, vous avez bien évidemment des associations d'anciens combattants. Ces associations d'anciens combattants, elles sont parfois pacifistes, plus jamais ça, ou au contraire nationalistes. Cultivons le souvenir de la Grande Guerre. Donc vous allez avoir des cafés qui sont estampillés anciens combattants et d'autres qui sont estampillés gloire à la guerre. Et donc les cafés entrent en concurrence quand ce n'est pas à l'intérieur du même café, et quand ce n'est pas deux associations, j'en ai trouvé, quand ce ne sont pas deux associations qui sont dans le même café à des journées différentes. Alors là, il faut que le taulier ait un certain sens de la négociation et de la diplomatie quand même. Mais vous avez effectivement, avec la politisation de la société, vous avez des cafés de droite et des cafés de gauche. Vous avez des cafés proches du pouvoir local, surtout quand le maire est le cafetier, et des cafés d'opposition. Alors quand le maire est le cafetier, les premières campagnes électorales, les jetons de présence, les professions de foi qu'on lit à des gens dont on vient de payer des tournées gratuites, qui les écoutent plus ou moins bourrés, le passage obligé par le café, l'invitation au pot gratuit quand on vient de bien voter. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas d'isoloir, etc., etc. Mais vous avez des choses absolument génialissimes. Et quand, je vous dis, quand le maire est le cafetier, vous avez des maires qui tiennent les conseils municipaux dans les cafés. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve dans Clochemerle. Clochemerle, de Gabriel Chevalier, est un roman de café. L'histoire de la pissotière est installée devant l'église et en face du café. Donc en fait, cette pissotière remet en place cette vieille concurrence entre l'église et le café. Car le cabaret est un lieu anticlérical. C'est un lieu anticlérical où l'on boit le dimanche au lieu d'aller à la messe. Les femmes vont à la messe, les hommes, eux, marquent leur attachement à la libre pensée en picolant pendant que la famille et éventuellement après, les femmes les rejoignent d'ailleurs. Et là encore, on retombe sur des choses d'archives qui sont absolument sidérantes, avec par exemple des cafés, enfin des églises qui organisent des chœurs d'église avec tous les petits gamins de la paroisse qui viennent chanter des cantiques aussi forts que possible lorsque, devant le café, on arrose l'arbre de la liberté en 1848, alors que le soir du 24 décembre, du café, vous avez un certain nombre de gosses qui boivent de l'agnole avec l'instituteur, et l'instituteur qui entraîne les gamins sous la neige pour chanter des chants révolutionnaires pendant la messe de minuit. Vous avez cette scène-là dans l'assassinat du Père Noël de Christian Jacques. J'ai trouvé des choses qui sont attenantes à ça dans les archives. C'est absolument extraordinaire, la drôlerie et la violence, la virulence de cette concurrence entre église et café. Bon, le café est un lieu de violence, ne nous le cachons pas. C'est un lieu où l'on se bagarre. Et donc en tant que tel, c'est un lieu qui évidemment est très négativement connoté. Mais en même temps, le problème, c'est que
les archives vont nous révéler des accidents de violence, c'est-à-dire des choses où il y a eu un dérèglement. Mais pour une baston, pour une bagarre, pour un mort, pour une rixe dans un café, combien de violences le café a-t-il au contraire fait diminuer? Celles-là, ces violences-là qui n'ont pas eu lieu grâce au café, elles ne sont pas dans les archives. Donc, non seulement le café est un lieu de violence, mais il est forcément un lieu de violence. Et je dirais, pour être honnête, que si l'on voit, si l'on regarde, si l'on inspecte les archives policières de façon précise, la violence est beaucoup plus devant le café, où s'exerce à l'encontre de gens qui sortent du café bourrés, plutôt qu'à l'intérieur du café, même s'il y a des rixes à l'intérieur du café quand même, mais beaucoup moins nombreuses que celles en dehors du café. C'est évidemment un lieu d'alcool. Alors là, évidemment, ça pose un autre problème. Comment faire un livre sur le café qui prétend quand même essayer de montrer la complexité du lieu café sans tomber dans la défense d'une certaine pratique festive de l'alcool, etc. Non. Là, effectivement, quand vous êtes auteur, vous avez un problème. L'alcoolisme est un véritable fléau. Et il ne s'agit pas d'avoir la moindre complaisance là-dessus. D'autant plus qu'il faut voir de quel alcool on parle. On parle d'alcool qui sont trafiqués d'une façon absolument monstrueuse. On parle d'absinthe. L'absinthe, on n'est pas dans l'absinthe de Baudelaire, on n'est pas dans l'absinthe de 1860, qui est un produit cher d'ailleurs au passage. On est dans ce qu'on appelle l'absinthe dans les années 70, 80, 90, c'est-à-dire l'absinthe de Zola et de Maupassant, c'est-à-dire de l'alcool à 90 dans lequel on a mis un petit peu de colorant. C'est ça, en fait, l'absinthe du pauvre, l'absinthe à 3 sous. C'est l'alcool à 90 qui est distillé dans l'alambic à l'intérieur du cabaret. Et donc, vous avez évidemment l'alcoolisme qui, comme en Russie aujourd'hui, est un véritable fléau, mais social, mais au-delà même du fléau social, qui est un cataclysme. Je me souviens, la première fois que je suis allé à Moscou, je vois du white spirit avec une légende en russe. Je demande aux gens qui m'hébergeaient ce que voulait dire la légende. Ils me disent, ça veut dire, en russe, il y a marqué vodka anglaise de couper de tant d'eau pour obtenir authentique vodka russe. Du white spirit. Donc, voilà où on en est dans la France de la fin du 19e siècle, qui est complètement comparable à l'alcoolisme en Russie à la fin du 20e siècle. Hein. On est sur des choses absolument catastrophiques. Donc, évidemment, il ne s'agit pas du tout d'avoir la moindre empathie par rapport à cela et de bien comprendre qu'il y a eu des lois sanitaires absolument essentielles pour limiter la consommation d'alcool, mais comprendre aussi qu'au fur et à mesure que le XXe siècle se déroule, entre limiter l'alcool, limiter le nombre de cafés, ce qui est absolument essentiel, on continue à limiter le nombre de cafés alors qu'il y a une dissociation entre le café et l'alcool. Aujourd'hui, par exemple, on ne boit plus d'alcool au café, l'alcool est trop cher. Ça fait, encore une fois, on en est à 34 000 cafés par an. Or, l'alcoolisme repart à la hausse, en particulier l'alcoolisme des jeunes. Alors, on va dire, c'est l'happy hour. Bon, moi, je veux bien qu'on mette ça sur l'happy hour. Mais aujourd'hui, tout le monde sait très bien que la quasi-totalité de l'alcoolisme des jeunes vient d'une consommation en supermarché. Et donc, d'un achat en supermarché qui mène à une consommation dans la sphère privée. Et qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de jeunes au café. Et donc, aujourd'hui, le redémarrage de l'alcoolisme se situe la plupart du temps, en dehors des cafés. Sauf que les lois sont restées toujours les mêmes. C'est-à-dire des lois qui limitent l'alcoolisme, et c'est très bien, mais des lois qui aussi limitent les cafés. En particulier, vous connaissez tous la loi de 1873, celle qui a donné les quatre niveaux de la licence, hein, et une loi d'ailleurs, encore une fois, j'insiste, tout à fait nécessaire. Mais c'est la première loi à interdire les cafés, à moins de 200 mètres d'une église, 200 mètres d'une école, etc. etc. Savez-vous que Michel Debré, le père de l'actuel, Michel Debré, le ministre de Gaulle, a accouché d'un code des débits de boissons qui fait autorité aujourd'hui. Et il a adapté cette loi et il a rajouté 2-3 petites choses qu'on trouvait dans les années 60. Par exemple, le fait
que l'on ne peut pas, on ne peut pas créer de café à moins de 200 mètres d'une zone d'habitat collectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de café dans les cités. Et on s'étonne aujourd'hui que les gosses se retrouvent dans les cages d'escalier. On a voulu législativement interdire des cafés à l'intérieur des cités parce qu'on avait cet imaginaire du café subversif, du café lieu de sédition, qui évidemment risquait d'être un repère, etc., etc. Vous vous rendez compte? Et alors, excusez-moi, mais juste, c'est idiot, hein, mais les émigrés, je consacre tout un chapitre au café des émigrés. Le café est un sas incroyable d'intégration pour les gens qui viennent. Quand je dis les gens qui viennent, c'est d'abord les émigrés de l'exode rural, les émigrés de Corrèze, les émigrés auvergnats, les émigrés bretons, les émigrés savoyards, les émigrés normands, d'abord au XIXe siècle, puis ensuite les Polonais, les Espagnols, les Portugais, puis ensuite les Algériens, les Kabyles, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui, émigration qui est d'Afrique subsaharienne. Sauf que aujourd'hui, vous n'avez quasiment plus de café de l'émigration. Pourquoi? Parce que la fermeture des cafés et la sévérité législative ont touché les cafés les plus fragiles, donc les cafés de l'émigration. Les cafés de l'émigration ont chuté en flèche à partir des années 80. Or, juste, pardon, mais on fait quoi dans les cafés? On boit. On boit quoi? On boit de l'alcool. Donc, quand les émigrés se retrouvaient dans un café, entre eux, café kabyle la plupart du temps, pour les émigrés nord-africains, pour des raisons que je développe et qui seraient trop longues de développer ici, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais quand les émigrés se retrouvent pour parler ensemble, ils boivent un coup au comptoir, ils boivent de l'alcool. Est-ce que vous vous rendez compte comment ce combat aveugle et stupide contre les lieux de sociabilité au nom d'une morale bourgeoise a jeté 2 générations successives dans les bras des barbus, qui, eux, évidemment, se sont frottés les mains en voyant ça et ont éclaté de rire, parce que jusqu'à preuve du contraire, les États du Golfe financent des mosquées, financent des clubs sportifs, des clubs de football, mais ne fréquentent pas de café, ne financent pas de café. Ils ne financent pas de café, les États pétroliers, comprenez. Donc, vous avez ici une énormité qui a été faite. De la même façon, l'histoire législative des cafés est absolument merveilleuse. Vous apercevez que les cafés donc prospèrent, prolifèrent, que le seul moment où on les arrête, c'est le Second Empire. Second Empire, Napoléon III fait une loi qui est très simple. Il donne au préfet la possibilité de fermer un café en un claquement de doigts, sans justifier. Le cafetier est entre les mains de la préfecture. Le cafetier, à la différence de tous les autres commerces, le cafetier ne peut pas faire la moindre contestation devant le tribunal, le tribunal administratif. Le préfet est souverain. Donc évidemment, tous les cafés sont devenus tributaires de forces de police, qui était le rêve de la force de police royale pendant tout le Moyen-Âge et l'époque moderne, jusqu'en 1789. Napoléon III, et en l'occurrence son ministre Persigny, ont réalisé ce rêve. La République arrive. Que fait la République? Elle supprime cette loi, bien entendu. Les cafés repartent à la hausse. On arrive en 1915, en 1915, 14-15. En 1914-15, on supprime l'absinthe. Et deuxième chose, on remet cette loi d'activité, c'est-à-dire qu'on met la fermeture ou l'ouverture des cafés entre les mains de l'autorité militaire. La République revient au pouvoir en temps de paix, 1919, 1920. Que fait-elle? Évidemment, elle supprime cette loi et elle rétablit évidemment les droits des cafés. On arrive en 1940. Vous aurez compris, Maréchal Pétain réactive cette loi et se place évidemment dans la filiation armée française, 14-18, il y était, et autoritarisme du Second Empire. Donc en 1944, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le général de Gaulle va se situer dans la totale continuité de Napoléon III, de l'armée française en 14-18 et de son ancien patron, le maréchal Pétain, c'est-à-dire que le général de Gaulle va maintenir cette loi qui met les cafés dans la main de la préfecture et qui est une des lois les plus coercitives des pays de l'OCDE.
il n'y a pas d'autre pays dans lequel il y a autant de mainmise, pas de pays démocratique dans lequel le pouvoir policier est autant de pouvoir administrativo-policier est autant de pouvoir sur les cafés qu'en France. Et là encore, ça s'explique. Voyez. Donc, voyez que, en gros, le café est un lieu politique, vous l'aurez compris, et j'en aurais fini avec mon dernier item, le café est un lieu médiatique. Le café est un lieu médiatique, c'est au café que l'on consomme de la presse, et le fait qu'il y ait de moins en moins de café montre bien aussi qu'il y a de moins en moins de presse disponible au café. Le café a accueilli cet extraordinaire média qui a été la radio et qui a été un média collectif. On l'oublie souvent, le café a accueilli la télévision, dont les premières écoutes, dont les premières, c'était pas une écoute, dont les premiers spectacles, dont la première réception a été une réception collective. Donc le café est un lieu médiatique, et le café est en lui-même un média, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un lieu où l'on parle. Donc globalement, j'en ai fini avec mes 10 commandements, et je vous dirais que, donc, lire des choses sur le café, c'est retrouver entre l'histoire, la littérature, et je dirais les témoignages des uns et des autres, c'est retrouver une histoire commune et une histoire aussi d'une profession, celle du cafetier et du garçon de café, avec la grève des garçons de café, qui a été en fait celle qui a relancé le mouvement de 36 dans le Front populaire. Là encore, on a une histoire tout à fait formidable. Donc c'est se mettre vraiment dans la lorgnette de notre histoire et de faire en fait ni une petite ni une grande histoire, mais une histoire collective et commune. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, c'était passionnant et on sentait que tu en avais encore beaucoup sous la pédale. C'est l'apéro. On a réussi à avoir quelques exemplaires qui sont arrivés tout à l'heure de ton livre, donc si vous êtes intéressé par cette passionnante histoire des bistrots qui, vous l'avez constaté, est très large, hein, touche beaucoup de sujets, eh bien, Laurent sera ravi de vous le dédicacer. Les services compris. Merci beaucoup. Et donc, on va ensuite au marché de Pays de Monceau. Hein,